comme ça, ensuite comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et... Non, parce qu'il y en a plein d'entre vous qui me demandent comment est-ce que j'arrive à caler les motos comme ça. Et ben voilà, vous avez l'explication. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous. Normalement, cette vidéo va sortir après que le fameux lundi 4 septembre ait commencé. Pour la plupart des gens, c'est la rentrée à ce moment-là. Et j'avais décidé déjà, il y a quelques temps, de changer un petit peu les tests, les essais. J'ai envie de donner un petit peu un autre allant à la chaîne, ce qui ne veut pas dire que j'arrête les essais. Attention, on reprend dans une semaine ou deux, mais voilà, j'avais envie de faire des choses un petit peu différentes, parler notamment de vulgarisation sur des sujets de moto, qui peuvent tous nous concerner, comme les traceurs GPS, qu'en sais-je, et là, j'ai eu envie de m'attaquer à l'histoire d'une marque de moto. Alors, j'avais déjà fait le cas pour Ducati, on en avait parlé, de cette marque mythique italienne, le Ferrari de la moto, et les hardcore qui sont là en mode non, c'est MV Agusta, bref, vous ferez vos propres conclusions, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un des 4 grands géants japonais de la moto, Kawasaki, et oui, puisque c'est une marque mythique. Alors, je sais pas si c'est la plus populaire, vraiment, je suis pas sûr que ce soit la plus populaire, peut-être que Yamaha, Suzuki ou Honda le sont plus, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la cote d'amour des fans de Kawasaki, ça dépasse là ou pas? Voilà, vous avez compris. C'est une marque qui a sorti des modèles absolument mythiques, vraiment, qui ont marqué l'histoire de la moto, à toutes les époques d'ailleurs, vraiment. Donc on va essayer de passer ça un petit peu en revue. Ce n'est pas une vidéo exhaustive, je ne vais pas lister l'intégralité des modèles de chez Kawasaki, je ne vais pas lister leurs perfs en compétition, parce qu'ils en ont eu beaucoup, mais je me suis pas forcément intéressé à cet aspect-là, on en parlera très rapidement. Non, l'idée c'est vraiment de vous dresser, vous brosser un tableau de cette marque sur laquelle il y a beaucoup plus de choses à dire d'ailleurs que la moto, vous allez voir. Ok, d'accord? Donc il y a du boulot, donc on va s'y mettre tout de suite. Déjà dans un premier temps, je voudrais vous demander s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne, c'est important, là il y a eu quand même pas mal de boulot. Si ce que je fais vous plaît, soutenez-moi en vous abonnant à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Un petit like, un petit commentaire bien évidemment si le contenu vous a plu et si vous voulez me partager vos opinions. Mais vraiment là, on est à 2 doigts des 20 000, ça se trouve on les aura dépassés une fois que cette vidéo sera sortie, mais si ce n'est pas le cas, allez-y, vous me ferez le plus grand plaisir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais adresser un grand merci à nos amis de chez Kawasaki France, puisque ce sont eux qui m'ont prêté la petite ZH2 pour le décor aujourd'hui, pour illustrer cette petite vidéo en hommage à l'histoire de Kawasaki. Donc encore une fois, je ne vais pas vous envoyer au siège social, vous n'allez pas y trouver forcément grand chose d'intéressant pour vous en tant que client. Non, allez sur le site Kawasaki, vous allez pouvoir trouver le point de vente le plus proche de chez vous. Et puis en ce qui concerne la gamme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont 150 milliards de modèles différents, donc vous allez forcément trouver la machine qui vous convient, d'autant plus qu'il y en a quand même bonne palanquée qui sont assez cool. Ah, qu'est-ce qui fait chaud. Il faut savoir que Kawasaki ne fait pas que de la moto. Loin de là d'ailleurs, ils n'ont pas du tout commencé par ça. Et en fait, la moto, ça représente aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires d'un consortium industriel gigantesque qui s'appelle Kawasaki Heavy Industries et qui fait plein de trucs. On va en parler, mais sachez-le, Kawasaki non seulement pas commencé par la moto, mais en plus c'est pas du tout l'élément qui représente le plus dans leur volume global. Et l'histoire commence en 1878. Je sais pas si vous vous rendez compte que nos grands-parents n'ont pas connu cette époque. Donc il y a un monsieur au Japon, un petit peu énervé, qui s'appelle Kawasaki Shozo. Shozo, il était chaud, Shozo. Vous comprenez la blague? Ok, d'accord. Et ce monsieur, il aimait bien tout ce qui était un petit peu navire en acier, les sous-marins, les avions. En règle générale, un petit peu tout ce qui faisait boum boum et qui était militaire, on va pas se le cacher. Et il était notamment assez friand des outils de production occidentaux, la façon de faire des occidentaux. Et donc il décide de créer à Tokyo en 1878 un chantier naval appelé le Kawasaki Tsukiji Shipyard, nom Kawasaki qui vient de là. Il avait emprunté 30 000 yens. 30 000 yens aujourd'hui, ça fait un peu moins de 300 €. À l'époque, ça valait quand même beaucoup plus d'argent. Et il avait loué un terrain à l'État japonais pour créer son chantier naval et donc se lancer comme ça dans la production, à l'époque déjà maritime. Et vous n'êtes pas sans le savoir, le Japon, c'est un pays qui est un petit peu quand même conservateur. Ils aiment bien leur tradition, leur culture, leur façon de faire. Donc les amateurs à l'époque du voilier, ils étaient quand même assez nombreux puisque c'était la totalité du pays. Ils étaient pas chauds pour les navires en acier de monsieur Kawasaki Shozo. Mais finalement, une première commande arrive, le Okai Maru, un petit navire de 80 tonnes, un truc pas trop gros non plus. Et Shozo, il est
aux anges. Il invite l'État japonais, il invite des milliers de dirigeants d'entreprise pour un petit peu constater ce succès, et c'est un petit peu le début comme ça de la success story de Kawasaki, puisque ils vont énormément se diversifier. À partir de ce moment-là, Kawasaki Shozo, il se dit, on va pas juste faire du navire, on va aller chercher d'autres trucs, et donc il commence un petit peu à aller chercher dans le ferroviaire, à aller chercher dans l'aviation, d'ailleurs, 15 ans après le premier avion des frères Wright, donc on est vraiment sur quelque chose qui est relativement récent. Il va chercher des moteurs diesel en s'inspirant un petit peu de ce que font les Allemands. Vraiment, ça se diversifie de fou furieux chez Kawasaki. Après la Première Guerre mondiale, ils font partie des premiers constructeurs en termes d'automobiles et même d'avions, donc vraiment, ils sont très bien placés, et vous n'êtes pas sans le savoir, il y a un truc qui tire en règle générale le développement vers le haut, c'est les conflits armés et la guerre, malheureusement, c'est triste à dire, mais même la médecine a souvent avancé avec les conflits armés, et donc arrivé à un moment donné, Kawasaki, c'est un des partenaires principaux de la marine impériale japonaise pour la fourniture de sous-marins, d'avions de lutte anti-sous-marine, enfin bref, ils sont très présents dans tout le truc. Ils ont un ennemi, entre guillemets, un némésis, un rival comme ça, comme Régis dans Pokémon, c'est Mitsubishi. Mitsubishi, c'est une marque aussi qui était déjà très implantée à l'époque, et donc ils font un petit peu comme ça la bagarre, et arrive un truc qui n'a pas fait plaisir à qui que ce soit, 39-45, la Seconde Guerre mondiale, qui, comme vous devez le savoir, a mis le Japon à genoux. Les Américains notamment qui souhaitent démanteler les Zaibatsu, qui étaient en fait des grandes entreprises, c'était un peu l'épine dorsale du complexe militaro-industriel japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup même la division un petit peu aéronautique de Kawasaki, ils n'ont pas pu produire jusqu'en 1954 je crois, donc c'était des temps qui étaient très compliqués, mais néanmoins tout n'est pas si noir, puisque l'outil industriel de chez Kawasaki n'avait pas été tant que ça touché pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils s'y remettent très vite, ils recommencent à se diversifier à droite à gauche, à faire plein de trucs, jusqu'en 1969 où l'entreprise devient officiellement Kawasaki Heavy Industries, le nom qu'on connaît aujourd'hui, donc ça y est, c'est bon, c'est un énorme groupe qui va aller de l'avant pendant des décennies. Et la moto dans tout ça, où est-ce qu'on se situe? Eh ben, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont commencé à réfléchir à des trucs, puisque dès les années 50, ils produisent en fait leur premier moteur, un monocylindre de 60 cm3, un petit peu inspiré de ce que faisait l'Europe notamment. Faut bien commencer quelque part, vous me direz. Et du coup, c'est pas vraiment leur première moto, Là, ils en sont vraiment à leur début, on va dire. Non, il va falloir plutôt attendre le début des années 60 pour voir apparaître les premières machines de série à succès chez Kawasaki, dont notamment la B7 et la B8, qui étaient des petites 125 cm3, étaient plutôt assez populaires, ça a bien marché. Entre-temps, ils se délocalisent, ils partent à Akashi, là où il y a l'usine aujourd'hui actuelle. Quand on parle de Kawasaki, on dit les verres d'Akashi, c'est à cause de ça, c'est là où est leur usine principale. Et ils ont des succès notamment en motocross, où ils remportent les 6 premières places de la compétition pendant ces années-là. Ils se développent plutôt bien, mais il y a aussi des performances commerciales qui sont pas tout à fait au rendez-vous, les lignes un peu consensuelles, bref. De l'autre côté, les performances en compétition, elles, marchent plutôt bien, donc ils continuent à se fixer là-dessus, ils avancent, ils bossent sur leur truc, des multicylindres de temps, c'était un petit peu leur philosophie de l'époque, c'est sur ça qu'ils se basaient sur les architectures moteurs. Et finalement, en 1966, on a un grand succès avec la A1 Samurai, rien à voir avec la sauce, aucun rapport. Aucun lien, je suis fils unique. Par, une modernité mécanique très importante, c'était un twin, distribution rotative, finition, performance, tout y est. D'ailleurs, la A1 ainsi que la A7 ont été les premiers grands succès commerciaux aux États-Unis de chez Kawasaki, et du coup, ça commence à se mettre en place un petit peu toute cette histoire. En Europe, on n'est pas trop fan des motos japonaises à cette époque-là, on ne jure que par les italiennes et les anglaises, qui avaient d'ailleurs une philosophie qui était très particulière de la moto à l'époque, c'était plutôt des cafés racers, des machines un petit peu sportives, alors que les Japonais, ils commençaient vraiment à s'orienter vers leur philosophie, qui va les accompagner tout au long après bien de leur histoire. Mais du coup, voilà, les années 60 se passent comme ça, avec un essor de Kawasaki qui commence à avoir quelques petits succès quand même plutôt bons, et on se rapproche petit à petit des années 70, aux alentours de 1968, Kawasaki planchait sur des moteurs 2 temps 3 cylindres, et ils avaient dans le tiroir un moteur 750 cm3 4 temps. Ils commençaient à bosser sur le 4 temps, et ils se sont fait un peu comme ça coiffés au poteau par un concurrent qui s'appelle Honda. Et oui, Honda, qui ont sorti la CB 750 Fort, qui est peut-être la machine la plus emblématique de l'histoire de la marque, en tout cas celle qui a propulsé Honda comme un constructeur hyper en avant. Donc la CB 750 Fort, c'était incroyable, c'était une machine totalement folle. Quelques petits problèmes de finition et de mécanique au début, parce que justement en fait ils
ils ont eu vent de ce que Kawasaki voulait faire, et ils se sont un peu dépêchés de la sortir, la CB750 mais Kawa, ils avaient leur plan. Ils avaient leur plan, mais ils se sont dit, ah ouais, ils ont fait une 750 4 cylindres 4 temps, et ben nous on va faire mieux. Et donc, ils ont un peu retardé la sortie de leur 4 temps, en 4 cylindres, ils ont essayé de gonfler la cylindrée, et c'est ainsi qu'est née, quelques années après la CB750 la 900 Z1, qui était, à l'époque, la moto la plus prestigieuse de son temps, simplement. Une machine avec une modernité mécanique incroyable, un démarreur électrique, une vitesse de pointe de plus de 200 km/h, enfin, la 900 Z1, c'était une machine qui était totalement folle. Elle a donné d'ailleurs naissance à la dynastie des Z, qui à l'époque, c'était les machines 4 temps, 4 cylindres de la marque, mais ça a évolué, parce que vous savez qu'aujourd'hui, une Z650, ce n'est pas un 4 cylindres. Mais la Z1, c'est du délire. La moto, elle est complètement folle. Elle a été élue 3 fois de suite moto de l'année par MCN au Royaume-Uni. Enfin, c'est vraiment une machine qui a propulsé Kawasaki, comme la CB750 l'a fait chez Honda, et qui a créé, avec cette machine, la catégorie des UJM, les Universal Japanese Motorcycle. C'était un terme qui a été donné aux États-Unis à ces motos-là, pour en fait qualifier ces machines qui n'étaient pas forcément comme les grosses motos américaines très lourdes ou les italiennes et anglaises qui étaient très inconfortables. Non, les UJM, c'est un petit peu l'ancêtre du Roadster. Aujourd'hui, on voit ça, on se dit c'est un petit peu néo-rétro, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une machine qui pouvait à la fois être un peu sportive, mais assez confortable, polyvalente, qui pouvait faire plein de choses, et c'était le début véritablement d'une nouvelle catégorie, quelque chose qui n'avait jamais été vu dans le monde de la moto. En plus de ça, la moto a battu des records de vitesse à Daytona, bref, c'est la folie, et on se rapproche petit à petit des années 80. Et dans les années 80, il y a un truc complètement fou. En fait, à chaque décennie, Kawasaki, ils ont remis un petit coup comme ça, de façon graduelle quasiment, ils se sont jamais vraiment arrêtés, et on a la naissance de la famille des GPZ. Alors les GPZ, c'était quoi? C'était des motos un peu routières, avec tête de fourche, carénage, machin, qui ont été déclinées en plein de cylindrées différentes. Elles ont existé dans plein de modèles. Et celle, bien évidemment, qui est la plus populaire, je pense que vous devez la connaître forcément si vous avez à peu près mon âge et à peu près les mêmes références de culture pop, la GPZ 900R, bien évidemment, machine qui est apparue dans le film Top Gun, c'est celle que Maverick conduit pendant tout le film. Et cette moto, elle est incroyable à l'époque. Au moment où elle est sortie, c'est peut-être la moto la plus incroyable qui ne soit jamais sortie, parce que on a le premier refroidissement liquide de l'histoire de Kawasaki, c'est la première moto au monde à passer en dessous du rapport poids-puissance de 2. Je sais que ça fait rigoler parce qu'aujourd'hui c'est plutôt le poids-puissance de 1 qu'on essaie de volatiliser, mais à l'époque c'était du jamais vu. Donc on avait 116 chevaux pour 228 kg à sec, cadre en tube d'acier avec moteur porteur, la GPZ 900R, c'est un délire vraiment, c'est une des machines peut-être les plus emblématiques de l'histoire de la moto. Il y en a quelques autres qu'on peut citer, avec notamment la GPZ 750 Turbo, parce que à l'époque, les constructeurs japonais, ils aimaient bien les turbos. Dans les années 80, c'était une technologie qui était très en vogue, notamment dans les voitures de rallye, ça commençait à être de plus en plus utilisé, les turbos. Et effectivement, tous les constructeurs avaient essayé, et Kawasaki ont été les derniers à s'y mettre, mais avec un certain succès, parce que la GPZ 750 Turbo, c'est une machine qui est extrêmement appréciée des collectionneurs, qui vaut très cher dans un bon état, donc c'est une machine vraiment qui avait un petit peu marqué son temps. Et aussi la GPZ 600R, qui est ni plus ni moins que la précurseuse de la catégorie des, ce que moi j'appelle les super sports, les sportifs de moyenne cylindrée, toutes les ZX6R, R6, etc. Et bien c'est cette machine-là qui leur a donné ses lettres de noblesse, avec une moto très légère, maniable, polyvalente, etc., qui prenait beaucoup de tours, forcément. Donc, c'est les années 80, c'est vraiment la domination de la dynastie des GPZ. Il y a quand même une petite machine dont je voulais vous parler, qui était apparue en 1979, juste avant tout ça. C'était la Z1300, première fois que Kawasaki faisait un 6 cylindres en ligne de son histoire. C'est d'ailleurs la seule fois qu'ils ont fait cette architecture, je crois. Alors elle a été déclinée en plusieurs modèles, il y a eu la N, il y en a eu plusieurs, mais c'est la seule fois qu'ils ont fait un 6 cylindres en ligne, ça avait pas tellement bien marché que ça. Et c'est aussi la plus grosse Z de l'histoire, il n'y a jamais eu une moto chez Kawa appelée Z avec un moteur plus gros que celui-là, et d'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de motos chez Kawasaki avec un moteur plus gros que celui-là. Voilà, je me suis dit que ce serait bien de le mentionner, parce que c'est quand même intéressant. Alors, on va passer très rapidement sur les années 90, même si ça a été une décennie folle aussi chez Kawasaki, avec l'arrivée en 1996 de la ZX7R et
en 1997 la ZX 6R, moto ultra sportive, racée, performance folle. On s'inspire de plus en plus de la technologie de compétition pour mettre ça sur la route. Il y a eu je ne sais combien. Ces machines-là, elles ont été très importantes. Aussi les customs chez Kawasaki qui se développaient de plus en plus avec la famille des VN. À ce moment-là, on commençait vraiment à en voir apparaître beaucoup. Et finalement, le R5N, et non pas 6, 5N, qui a préfiguré d'une famille complètement folle de roadsters, de machines qui ont accompagné bon nombre de jeunes motards. Je pense que vous devez le savoir, mais j'ai vraiment envie de jeter mon dévolu sur les années 2000 qui sont pour moi peut-être une des décennies, si ce n'est la décennie la plus folle de l'histoire de Kawasaki, avec pour commencer la ZX12R. Cette machine est complètement dingue. Elle avait l'objectif ni plus ni moins que d'être la concurrente et rivale directe de l'Hayabusa, la Suzuki Hayabusa sortie en 1999. Et oui, aussi la Honda Blackbird, je sais que vous me le reprochez à chaque fois de pas mentionner, mais vraiment la Blackbird, elle a disparu dans les affres du temps, alors que la Hayabusa, aujourd'hui, ça reste encore une des motos les plus mythiques de l'histoire. Et la ZX12R, elle lui tenait dans la spie 180 chevaux et surtout un châssis monocoque en aluminium. À l'époque, on utilisait plutôt le double longeron. Et là, c'était une technologie nouvelle, avec notamment le cadre qui sert de boîte à air. C'était un délire cette moto. Malheureusement, elle était un petit peu lourde et pataude. Elle aura jamais vraiment réussi à tenir tête à la Hayabusa en termes de dynamisme. Ils en ont quand même fait une évolution quelques années plus tard où on est passé à 190 chevaux avec l'air forcé. Donc l'air forcé, le Ram Air chez Kawasaki, je vous l'explique rapidement, c'est une technologie de suralimentation, un petit peu comme le compresseur, mais en moins extrême. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez placer des évents. Ce sont les évents. En dessous du nez de la machine, la plupart du temps, et arrivé à une certaine vitesse, vous allez avoir en fait une quantité d'air très importante qui va rentrer dans la machine, qui va suralimenter le moteur et permettre de développer un peu plus de puissance. C'est souvent 10 chevaux qu'on gagne et c'est souvent à des vitesses pas très légal, mais bon, voilà, c'est important de le dire. La ZX12R en a bénéficié comme de très nombreuses sportives et sportives GT chez Kawasaki modernes aujourd'hui. C'est une technologie qui les a toujours accompagnés. Et cette machine disparaît en 2006 en même temps que la ZZR 1200. Alors les ZZR, c'est pareil, j'en ai pas trop parlé. C'est une famille de machines routières sportives que Kawasaki avait commencé à développer dans les années 90 avec la ZZR 1100. Et en fait, ces deux motos disparaissent en 2006, comme je vous l'ai dit, pour donner naissance à une des motos les plus incroyables de l'histoire de la marque, la ZZR 1400. C'est simple, cette machine, c'est le missile sol-sol, peut-être le plus incroyable que Kawasaki n'ait jamais créé, en tout cas pour la route et avec les spécifications qu'elle avait. C'était une moto totalement dingue, 190 chevaux, 200 avec l'air forcé, et là pour le coup c'était une véritable rivale à la Hayabusa qui la pulvérisait. En termes de performance, la Hayab ne tenait pas le coup. On avait sur cette machine énormément de solutions techniques très abouties, comme d'ailleurs le châssis monocoque aluminium de la ZX12R, cette fois-ci beaucoup plus abouti. Ça a toujours été une machine plus pataude et plus lourde que la Hayabusa, de pas grand chose, mais c'était plutôt vraiment une espèce de fonceuse autobanesque hyper énervée qui avait quand même des petites prétentions dynamiques sur lesquelles on pouvait un petit peu s'amuser. C'est une machine que j'aime beaucoup, elle a connu des évolutions au long du temps, vous le savez, c'est la moto d'Antoine, et elle est extraordinaire cette machine. Voilà, c'est vraiment pour moi une des motos les plus emblématiques des années 2000 chez Kawasaki. Vous inquiétez pas, il y en a quand même d'autres qui sont importantes à citer, et bien évidemment la Z750, on ne peut pas ne pas la citer. Celle-là, c'est une des motos peut-être les plus emblématiques, les plus incroyables des années 2000. Là, je parle même pas de Kawasaki, je parle du monde de la moto en règle générale. Le principe était simple, on essaye d'aller chercher la puissance d'une 1000, l'agilité et le poids d'une 600 dans une machine avec une gueule totalement décalée pour l'époque, manga, assez original, avec un prix contenu, des équipements assez modestes mais qui faisaient très bien le taf, et ça a été un succès absolument monstrueux. On a eu des versions un petit peu diverses avec une S qui était carénée, avec une R qui avait des équipements plus nobles comme notamment un bras oscillant en aluminium, etc. Mais la Z750, c'est du délire, et de 2005 à 2011, pendant 6 ans, c'était la moto de 125 cm3 la plus vendue de France. Je sais pas si vous vous rendez compte. La GS 1250 chez BMW, elle n'existait pas là. Pendant 6 ans, cette moto a été la plus vendue sur le territoire français. C'est hallucinant, une machine qui a véritablement marqué des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de motards. Et c'était un emblème, tout le monde savait ce que c'était qu'une Z750 dans les années 2000. C'est incroyable cette machine. Bien évidemment, on peut évoquer la Z1000 qui était finalement l'accompagnatrice, un petit peu le parent, qui était d'ailleurs sorti un an avant la Z750, qui était l'incarnation de l'énorme
énorme roadster énervé chez Kawa. C'est insupportable, il fait 50 degrés, mais je dois mener cette vidéo jusqu'au bout, je vais tenir. Avec eh bien énormément de puissance, un châssis hyper fun. Elle a évolué jusqu'à il y a encore quelques années. Hein. La Z1000 elle s'est éteinte il n'y a pas si longtemps que ça. Avec toujours une philosophie un peu déjantée. Il faut savoir que les Japonais, Honda, Yamaha, Suzuki, ils n'avaient pas vraiment cette approche des motos un peu barjo jusque dans la moitié des années 2010. Hein. Alors que Kawasaki, ils avaient déjà un petit peu cet ADN, cette philosophie. La Z750 et la Z1000 en faisaient partie. Donc voilà, c'est des années totalement folles. Il y a eu bien évidemment le R6N aussi qui avait marqué cette époque, qui était la machine avec laquelle j'ai passé le permis de conduire. Hein. Je l'ai fait sur une R6N, aujourd'hui c'est plutôt des MT-07, mais à l'époque c'était cette machine-là. C'est une décennie complètement folle 2000 pour Kawasaki. Et ensuite on arrive dans les années 2010 où là, eh ben les choses se calment. Tout du moins au début, hein, parce qu'après, ça va s'énerver quand même assez sévèrement. Mais au début des années 2010, en fait, le monde de la moto est plutôt dominé par les Européens. Les Italiens, notamment avec Aprilia, les Allemands avec BMW, S1000RR, RSV4 se faisaient la guerre assez violemment. Et eh bien les Japonais, ils étaient là, ils étaient dans un coin, ils attendaient et puis ils se préparaient. Vous voyez, ils étaient comme ça et c'est... On va les niquer, on va les niquer. Et croyez-moi que ça n'a pas manqué puisque en 2015, Kawasaki annonce cette machine. La Ninja H2R, qui est donc une sportive équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 1000 cm3 compressé, équipée d'une turbine. Donc ça, c'est quelque chose qui, eh bien, n'était pas encore arrivé depuis de très nombreuses années. Hein. C'était la résurgence de cette technologie. Et cette moto est peut-être, ça reste ouvert à débat, mais peut-être la moto la plus incroyable de toute l'histoire. Franchement, aujourd'hui, la H2R, c'est peut-être effectivement la bécane la plus dingue qui n'ait jamais existé. Déjà par ses chiffres, parce que cette moto développe 326 chevaux, soit largement plus que n'importe quelle moto GP, que n'importe quelle superbike. C'est la moto la plus puissante qui soit. Ne venez pas me parler de la Y2K avec un moteur d'hélicoptère, ne venez pas me parler des Boss Hoss, je parle vraiment d'une moto à échelle humaine, d'une machine qui est faite dans l'idée de créer une moto, avec des proportions de moto, avec un poids de moto, avec un maniement de moto. Ces autres machines, oui, elles sont impressionnantes, elles sont incroyables, mais c'est plus des concepts qu'autre chose. La Boss Hoss, c'est un moteur de voiture qu'il y a dedans, donc c'est pas du tout la même chose. La H2R, c'est vraiment une machine qui pèse 10-15 kg de plus qu'une hypersport moderne. Donc vraiment, on est sur des proportions qui sont incroyables et c'est dingue. D'ailleurs, c'est tellement dingue que c'est une moto qui a bénéficié de l'apport du département aérospatial de Kawasaki pour créer la turbine notamment. Et du coup, elle n'a pas le logo Kawasaki moto standard, mais l'emblème du River Mark qui est en fait le symbole du consortium Kawasaki Heavy Industries en fait. Cette machine, elle représentait vraiment un step au-dessus à l'époque. Alors, c'est une moto qui n'était pas homologuée pour la route. Hein. Vous pouviez la conduire que sur circuit, d'ailleurs pas sur beaucoup parce qu'elle sort quelque chose comme 120 ou 130 décibels, donc il n'y a pas beaucoup de circuits sur lesquels vous pouvez la rouler. Et du coup, cette machine a donné naissance en fait à une génération, une dynastie comme ça de motos compressées. Nous avons en tout premier lieu la Ninja H2 qui n'est ni plus ni moins finalement qu'une version road legal de la H2R, hein. C'est exactement la même mais autorisée sur la route avec 210 chevaux dans sa première version, 242 dans la dernière. Elle apparaît elle aussi dans le film Top Gun Maverick. Ils ont voulu conserver un petit peu cette filiation et ce partenariat très chouette. C'est une H2 carbone hein, dans la version que Tom Cruise conduit. On a eu également la H2 SX qui est elle la version Sportivo GT, donc celle qui va un petit peu se mettre dans la succession de la ZZR 1400 hein, et qui est extraordinaire. J'espère vraiment que Kawasaki vont pouvoir nous la prêter bientôt. Normalement, ça va être le cas parce que la version 2023 de cette moto est folle. Et puis, pour terminer, telle qui est juste là, hein, qui est peut-être aujourd'hui ma nouvelle moto favorite, la ZH2, la version roadster de cette technologie compressée, 200 chevaux, 14 mètres kg de couple, un énorme monstre. C'est aussi ça la particularité des moteurs compressés, c'est qu'avec la même cylindrée, vous avez beaucoup de puissance, mais surtout vous avez une quantité de couple phénoménale qui donne des accélérations proprement prodigieuses à la machine. Donc ça, c'est vraiment extrêmement sympathique. Voilà, la décennie 2010, elle a vraiment été, selon moi, marquée par ces motos compressées que Kawasaki ne semble pas vouloir arrêter. Je pense que c'est une techno qu'ils vont continuer à utiliser. Et ça nous amène au futur. Qu'est-ce qui nous attend dans le futur pour Kawasaki? Écoutez, déjà l'année dernière à Milan, à l'ECMA, j'y étais, j'étais très content, ce nouveau rendez-vous. Kawasaki ont annoncé leurs 2 premiers véhicules électriques. Et oui, c'est la première fois qu'un grand constructeur se met à l'électrique sur des motos de route. Donc ça, c'est très chouette.
choc parce que ça préfigure peut-être aussi de beaucoup de choses qui arriveront dans l'avenir avec la Ninja EV et la Z EV qui sont en fait des équivalents de 125 cm3, faites plutôt pour des trajets urbains. Hein. Pour le moment, Kawasaki se place sur cette filiation-là. Elles vont arriver bientôt sur le marché, donc on va pouvoir en faire l'essai parce que bien évidemment ces machines, je vais les tester pour vous. Et on a aussi vu la HEV qui serait sur une base un petit peu de Ninja 650, en tout cas dans les lignes, et qui elle serait un moteur hybride, donc avec un peu d'électrique, un peu de thermique. Ça aussi c'est super intéressant. Et pour finir, on a vu un petit prototype qui pourrait être le futur du moteur à hydrogène. Alors là par contre c'est dans un certain nombre d'années encore à mon avis, sur ce qui serait la descendante d'une ZZR 1400, donc pour être plutôt quand même assez chouette. Bon, bien évidemment, que ce soit dans l'électrique et surtout dans l'hydrogène, il y a encore beaucoup de choses à corriger, que ce soit au niveau des problèmes de pollution, l'alimentation, le réseau, etc. Mais ce sont des technologies qui vont petit à petit intégrer aussi, je pense, notre quotidien. Donc on les accueille avec plaisir, on verra comment ça se développe par la suite. Mais voilà, Kawasaki, ils ont un œil tourné vers le futur. Et bah, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Et finalement, ce gigantesque conglomérat qu'est Kawasaki Heavy Industries, dont finalement la moto représente une part, et bien relativement, pas mineure, mais restreinte de leur activité globale, et ben, ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas. C'est une entreprise qui existe depuis bientôt 150 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, 150 ans, c'est hallucinant. En ce qui concerne la moto, ils ont fait des machines totalement folles. Pendant un certain temps, il y a eu aussi une association un petit peu Kawasaki sur des motos un peu kéké, avec le côté vert, monster, etc. Moi, je trouve qu'il faut se détacher de ce genre de considérations et vraiment apprécier les motos pour ce qu'elles sont. Si vous aimez les machines Kawasaki, eh bien faites-le. Moi, à la base, c'était pas forcément la marque qui me branchait le plus. J'ai jamais rien eu contre Kawasaki, mais c'était pas le constructeur où il y avait les modèles qui me rendaient le plus fou. J'ai essayé la ZH2 et le coup de foudre a été immédiat. Donc, à mon avis, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et, eh bien, j'attends avec impatience ce que Kawano réserve dans le futur avec toutes les activités qu'ils ont dans le génie civil, dans l'aérospatial, dans le ferroviaire. Enfin, il y a un pool, un puits de connaissances et de savoir-faire qu'ils peuvent appliquer à n'importe quel moment au monde de la moto et nous sortir des dingueries. Donc, on vous attend au tournant Kawasaki. Faites-nous rêver. Voilà, cette vidéo est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit like si vous avez eh bien, aimé et un commentaire pour me dire quel est votre Kawasaki préféré. Finalement, est-ce que vous aimez plutôt les années 70, 80 avec les modèles Z1, GPZ ou plutôt les machines plus modernes? Ça, c'est à vous de me le dire. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est extrêmement important. Nous devons nous développer tel Kawasaki Heavy Industries et investir dans le coton. Nous allons devenir des fabricants de coton chez la Roadsters TV. C'est un bon investissement pour le futur. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos motos, mettez de la crème solaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en septembre, il fait 35 degrés. Ciao!